Voilà, bienvenue à cette rencontre avec Jérémy Moreau. Nous allons penser, raconter et dessiner le vivant avec vous, Jérémy, en passant par la bande dessinée, mais qui ne sera pas l'objet principal de cette rencontre, de ce grand entretien, mais surtout en s'intéressant à votre travail d'éditeur et d'auteur en jeunesse dans la collection Ronces chez Albin Michel. Alors, pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas Jérémy Moreau, il dessine depuis qu'il est enfant, et depuis qu'il est enfant d'ailleurs, il s'est inscrit chaque année au concours scolaire de la bande dessinée d'Angoulême, du festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'était un rêve de gosse, donc cette question de dessiner pour les autres, pas seulement pour soi. Oui, disons que le projet initial, c'était de faire comme mon frère, qui avait 8 ans de plus que moi et qui donc avait ce côté un petit peu divin de l'aîné. Et puis ensuite, ce concours est devenu une forme d'obsession, puisque j'y ai participé de 8 ans à 16 ans, assidûment, tous les ans. Et bon, aujourd'hui, je dis que ça a complètement forgé en fait, la manière dont j'ai envie de faire de la bande dessinée, puisque quand, pendant une si longue partie de son enfance, c'est-à-dire pendant 8 années, tous les ans, on a réfléchi quelle bande dessinée va me permettre de remporter ce prix. Quand j'étais petit, j'étais là, je suis un peu is no good, qui veut devenir calife. Et tous les étés, je réfléchissais comment construire mon histoire, quelle histoire allait faire mouche, etc. Et en fait, aujourd'hui, j'ai juste l'impression de faire ça, mais version adulte. Alors tout ça a débouché sur une carrière professionnelle, d'abord en passant par les Gobelins, donc tourné vers le cinéma d'animation au départ, et puis cet amour de la bande dessinée, il est resté, et il a débouché très rapidement sur une première collaboration avec Lupano, qui est venu vous chercher juste après le prix à Angoulême, le prix de la jeune création, et c'est finalement le seul album que vous aurez fait avec un scénariste, puisqu'il y a eu une adaptation par ailleurs, mais sinon vous êtes votre propre auteur depuis le deuxième livre, on va dire. Il y avait en vous un univers suffisamment important pour ne pas devoir le confier à d'autres? En tout cas, j'y ai cru depuis tout petit, oui. Et c'est vrai que durant ce détour par l'animation, j'ai eu vaguement quelques doutes, puisque quand on baigne au milieu de gens qui veulent partir être techniciens pour Disney, pour DreamWorks, etc., j'ai eu quelques petits autres rêves qui sont venus se glisser, mais très rapidement, je me suis dit, mais non, moi, vraiment, ce que je veux, c'est créer un univers d'auteur, c'est raconter des histoires qui me sont propres, sans trop savoir ce que ça allait être à la base, puisque voilà, il faut l'expérience de la vie. Par exemple, quand j'avais 20 ans, j'aurais jamais imaginé que je me dirigerais autant sur cette question du rapport de l'homme à la nature. C'est des choses qui se sont imposées à moi au fil des livres. Et c'est vrai que du coup, cette première direction vers la bande dessinée est passée par Wilfried Lupano. C'était une manière de comprendre comment j'allais écrire des histoires. Et il a été un petit peu mon mentor sur le début de mes livres. Et donc je suis très content d'être passé par ce chemin-là. Mais très vite, pour moi, il était important de dire je ne vais pas continuer à travailler avec Wilfried Lupano parce que c'était quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, Le Singe de Hartlepool 2 ou une autre bande dessinée avec lui. Et il y a eu plusieurs grands tournants comme ça dans ma petite carrière. Et là, c'était non, j'ai envie de raconter mon histoire et c'est comme ça que j'ai fait cette drôle de bande dessinée sur le tennis qui s'appelle Max Winson. Et puis il y a évidemment eu une bande dessinée qui vous a fait connaître parmi d'autres, parce que c'était le début de votre succès, c'est la saga de Grimm qui va obtenir un Fauve d'Or Angoulême. La bande dessinée, on va la découvrir là maintenant derrière vous. Si, voilà, hop là. Ça c'est pas Grimm, mais... Oui, voilà, ça ce sont les derniers travaux, hein, c'est les Paisley qui sont sortis chez Delcourt il y a quelques mois. C'est un univers dans lequel vous déployez dès le départ déjà tout un rapport à ce vivant, à la Terre. On sent bien qu'il y a quelque chose là qui va peu à peu prendre une place énorme dans la saga de Grimm, peut-être un tout petit peu moins, mais déjà dans la suivante, Pense, Les Plis du Monde, là on se dit, ah là il y a quelqu'un qui a lu toute une série de philosophes, qui a un regard sur le vivant et qui se promène peut-être les yeux ouverts dans la nature. C'est ça le point de départ? Oui, il y a vraiment un gros tournant avec la saga de Grimm. Jusque-là, j'étais encore assez technicien. J'étais
encore très infusé par mon travail de character design, puisque dans l'animation, je m'étais spécialisé. Voilà, dans l'animation, on se spécialise soit dans le décor, la couleur. On est tous vraiment dans un domaine très particulier. Moi, j'étais plus à l'aise dans l'animation et les personnages. Vous avez notamment travaillé sur Moi Moche et Méchant 2. Ouais, c'est ça, dessiner des mignons et des gros méchants. Et au moment de la saga de Grimr, c'est un moment donné où je vais beaucoup faire des carnets de voyage, utiliser l'aquarelle et me rendre compte que finalement je peux trouver dans les décors aussi une certaine forme de satisfaction artistique et qui se concrétise par, au point de vue narratif, l'Islande qui devient un personnage à part entière. Et c'est un moment qui coïncide avec ma lecture de Giono. Dont on va reparler tout à l'heure. Ok, bon alors on n'évalue pas cette carte. Allons-y déjà, allons-y déjà. C'est vrai que c'est très important, Giono, quand même. C'est un auteur de littérature qui a particulièrement bien raconté la nature, qui a particulièrement bien réussi à la faire parler. Ouais, c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait un peu échappé dans le cursus scolaire, puisque Giono, je sais pas pourquoi, mais je l'associais à Pagnol. Écrivain du Sud. Ouais. Mais du coup, je l'associais à des histoires assez réalistes du monde paysan. Et donc, c'était un gros choc en fait quand par hasard j'ai pris un de ses tout premiers livres, Colline, et que j'ai vu qu'en réalité, il y avait une espèce de réalisme magique qui se jouait bien au-delà de la portraitisation des paysans. Et notamment tout ce cycle Pan, ces 3 premiers livres, m'ont vraiment marqué en ceci que j'avais l'impression de lire pour la première fois de l'écologie, mais qui avait l'air incarnée, puissante, magique, qui était reliée à quelque chose comme des entités comme des démons. Bon, dans Colline, il y a plein de choses qui m'ont extrêmement fasciné, mais cette idée que la puissance de la Terre, il peut y avoir un trou dans la Terre et plein de reptiles et de grenouilles qui se glissent, qui sortent et qui sont une forme de symbolisation de cette vie souterraine. Et c'était des images qui pour moi étaient complètement neuves par rapport au pouvoir de la Terre et qui changeaient des images un peu évidentes qu'il pouvait y avoir sur le terrestre. Et donc c'est comme ça que quand j'ai écrit la saga de Grimr, j'étais vraiment très imprégné des mots de Giono. Je pense que même ça se ressent un peu dans le texte. Et en fait, ça a lancé ensuite tout ce cheminement autour de cette thématique. Oui, et on vient de voir là quelques images qui sont particulièrement urbaine en contraste avec tout ce qu'on vient de dire. Ce n'est pas un hasard, puisque le début des Pisli, c'est précisément de montrer une fratrie qui est dans une situation sociale un peu compliquée, mais qui est plus que dans une situation sociale compliquée. Elle est emprisonnée par sa vie urbaine ici à Paris, et c'est un voyage en Alaska sur les traces d'une mamie amérindienne qui va permettre de se réaliser aux membres de cette fratrie. Et, bah oui, et du coup, les Pisli, c'était cet effort de tirer ce fil de la relation de l'homme à la nature, mais en m'attaquant pour la première fois de front à l'époque contemporaine, sachant que jusque-là, j'avais toujours eu cette espèce de distance historique avec l'Islande, ça se passe au XVIIIe siècle. Sous le joug du Danemark. Sous le joug du Danemark, donc une période très particulière. Oui. Et Pense les plis du monde, ça se passait à la préhistoire. Donc, c'est un conte, hein. C'est pas tout à fait la vraie période préhistorique. Oui. C'est votre préhistoire empathique. C'est une préhistoire deleuzienne, donc avec des thématiques du XXe siècle. Mais bref, on pourrait parler de Pense, mais... Et du coup, oui, donc là, les Pisli, c'était cet effort de enfin m'attaquer à la problématique écologique, mais à mon époque, ce qui est toujours un peu intimidant. Et je savais que j'allais parler de la figure du Pisli, je savais que ça allait partir en Alaska, etc. Mais j'avais envie de partir d'un point de départ contemporain, familier. Et donc voilà, c'est cette petite famille qui va partir de Paris. J'ai trouvé ce point de départ qui pour moi était extrêmement singulier et intéressant du GPS qui nous arrache au territoire. Et c'est quelque chose de véridique.
les chauffeurs Uber, quand ils utilisent trop le GPS, on sait qu'ils travaillent de manière intensive avec le GPS, parfois 10 heures par jour, ils peuvent développer une forme de dyslexie spatiale où en fait ils ne sont plus en capacité de cartographier le réel dans lequel ils sont. Et je trouvais que c'était un point de départ magnifique pour caractériser un petit peu ce monde technologique dans lequel on vit, qui est censé nous augmenter, mais qui en fait nous arrache des capacités primordiales, puisque n'importe quel animal est capable de retourner à son nid. Et donc moi, mon héros fonce à 200 à l'heure dans sa BMW série 4. Mais cependant, il est plus capable de retrouver la boulangerie ou de retrouver son chez-soi. Alors, on l'a vu dans les quelques images qui viennent de défiler, il y a un travail chromatique qui est évident. Quand on regarde du Jérémy Moreau, on ne se trompe pas, on sait qu'on regarde du Jérémy Moreau et pas quelqu'un d'autre. C'est pas juste des choix qui sont là pour faire joli, loin de là. Ce sont vraiment des choix qui ont un sens et qui portent le regard. Puisque on a dit qu'on allait parler de la manière de dessiner le vivant, de dessiner la Terre, je pense que c'est le moment de commencer à parler de cette véritable grammaire colorimétrique qui évidemment vient forcément des Gobelins, qui vient de l'animation, du rapport sur les masses, qui est un peu différent de celui du trait en bande dessinée. Oui. Alors, du coup, il y a un gros changement dans mon style graphique et dans mon traitement de la couleur à partir du discours de la panthère. Je dirais qu'aujourd'hui, je considère que mon travail, après avoir lu énormément de penseurs du vivant, d'anthropologues, de philosophes, évidemment, je me questionne sur quelle pierre j'ai à apporter à l'édifice. Et ça devient de plus en plus précis que moi, ma mission va être esthétique. Comment apporter une nouvelle esthétique à l'écologie. Et donc je travaille là-dessus. Toutes mes BD travaillent cette pâte à modeler là. Et je pense que l'art est toujours complètement pris dans la toile d'araignée de son époque. Et donc une des choses qui est très neuve à mon avis aujourd'hui en colorimétrie, c'est l'usage des pantones et des fluos. Et ce sont des choses que moi je vois beaucoup au Festival d'Angoulême, dans ce qui est un petit peu le salon des refusés de notre époque, qui s'appelle le spin-off, où il y a beaucoup de micro-éditions et où une technique d'impression est très très à la mode actuellement et qui est la risographie. Et en fait, voilà, moi je venais de la saga de Grimm, de Pense, j'utilisais beaucoup l'aquarelle, des couleurs assez terreuses. Et j'avais très très envie d'aller vers cette nouvelle esthétique beaucoup plus pop. Et du coup, ce questionnement esthétique dont je parle par rapport à l'écologie, c'est vraiment, est-ce qu'on ne peut pas utiliser des couleurs pop pour parler d'écologie? Est-ce qu'on ne peut pas aller vers quelque chose qui est attractif, qui tape dans l'œil? Voilà, je pense beaucoup à ces trucs-là. J'ai des idées un peu tirées par les cheveux, mais il se trouve que la couverture des Peasley, dès qu'elle est sortie, a énormément attiré les lecteurs en librairie par ce rose fluo. Oui, c'est une fausse aurore boréale, puisque normalement elle est verte, mais celle-là est rose fluo. Oui, je sais pas, j'avais dû trouver une photo où il y avait ça quand même. Je me suis dit, c'est possible d'avoir des aurores boréales rose fluo. Mais c'était un moment donné où je lisais des choses comme ça chez Baptiste Morisot et où il expliquait que dans nos ascendances frugivores, en fait, on ne pouvait pas se retenir de foncer vers un beau fruit bien rouge. Un fruit rouge dans la lumière du soleil, c'est quasi un pantone fluorescent. Et du coup, un appel du sucre, j'imagine, en tant que le chasseur-cueilleur profond qui est en nous ne peut résister devant ce fruit rouge. Et donc, sans vraiment le savoir, j'ai reproduit cette puissance marketing à l'échelle de ma bande dessinée. Mais donc, oui, aujourd'hui, je pense que c'est important. J'avais parlé aussi avec des cartographes qui réfléchissent comment repenser les cartes aujourd'hui, comment dépasser toujours le fait qu'une forêt sur une carte, ça va être un aplat vert. Est-ce qu'on ne peut pas penser d'autres couleurs? Est-ce qu'on ne peut pas penser des niveaux de couleurs beaucoup plus fins pour exprimer que en fait, ce n'est pas juste un espace vert?
Et ça, moi, je trouve que c'est hyper intéressant. Ce sur quoi on met l'attention dans une carte, bizarrement, dès que c'est des rues, dès que c'est des bâtiments, dès que c'est du cadastre, on va être extrêmement précis parce que ça concerne la culture humaine. Et puis, dès que ça concerne la nature, bah, ça va être un aplat vert. Une esthétique de l'écologie, hein, je reprends les termes que vous avez utilisés. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de dangereux a priori? Est-ce que ce n'est pas édulcorer un propos? Édulcoré, bah, je crois pas du tout. Moi, je crois qu'il y a un énorme travail à faire pour justement le rendre plus fin, plus précis. C'est vraiment tout le travail que font aujourd'hui des philosophes comme Baptiste Morisot, Vinciane Després, Bruno Latour. Alors, Bruno Latour ne le fait plus aujourd'hui, mais il l'a fait de manière comme un précurseur, quoi. Mais non, moi, je pense qu'il y a un travail énorme esthétique à générer sur l'écologie. Alors, les Paisley sont une sorte d'aboutissement de cette trajectoire, hein, qui a commencé avec la saga de Grimm. Il y a eu aussi, évidemment, parallèlement, chez 2024, ce discours de la Panthère, qui a été un album particulièrement important, parce que, précisément, il ajoute une pierre à cet édifice, mais en se décalant un tout petit peu. Ah oui, du coup, le discours de la Panthère, je l'ai fait juste avant les Paisley. Il a été fondamental pour moi parce que c'était la première fois que j'allais raconter une histoire en dehors du point de vue humain. Et c'était extrêmement rafraîchissant d'imaginer des histoires pour des corps différents, pour des préoccupations différentes, puisque là-dedans, il y a donc c'est plein de petites histoires courtes. Et notamment, il y a l'histoire d'un Bernard l'Ermite. Donc je trouvais ça extrêmement rafraîchissant de me dire quel va être le problème du Bernard l'Ermite. Et pourquoi pas trouver la plus belle coquille, la meilleure coquille. Et pour cet étourneau, je ne sais pas si vous voyez les murmurations des étourneaux, là, ces espèces de grandes volutes magnifiques quand ils se préparent pour les migrations. Je me suis dit, alors quel pourrait être le problème dramatique d'un étourneau? Il pourrait être un peu lassé de faire tous les ans la même route migratoire et il y a une espèce d'appétit de découverte. Et donc constamment, il essaie de sortir du groupe pour aller voir un petit peu d'autres paysages. Et voilà, chaque animal m'emmenait vers des préoccupations qui étaient plus animales. Donc ce que je disais, ce en quoi c'était un petit peu différent des fables de La Fontaine, où en fait il utilisait des animaux pour déguiser des vices et des vertus humaines. Moi, évidemment qu'ils ont un côté anthropomorphique puisqu'ils parlent, voilà, ils ont une manière de raisonner humaine, mais en général les points de départ des histoires sont quand même liés à leur vie. Nous, on part pas en migration comme ça dans les airs tous les jours. On va pas chercher la plus belle coquille, mais évidemment que ça résonne avec nous, quoi. Trouver sa maison, trouver ses envies de voyage. Alors, on a déjà parlé de certaines des influences. Donc, Jean Giono, vous en avez dit un mot tout à l'heure. C'est vraiment quelqu'un qui a compté, mais ce n'est évidemment pas le seul, parce que vos influences ne sont pas seulement littéraires. Elles sont même presque plus philosophiques que littéraires. Alors voilà. Ouais. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de mal à aller au bout d'un roman, alors qu'un livre de philosophie me tient en haleine tout du long. Mais... Un mot de l'un de vos maîtres à penser. Oui, après il y en a beaucoup d'autres, mais c'est juste que tous ceux que je lis aujourd'hui, j'imagine que beaucoup de gens ici sont familiers avec toutes ces personnes que sont Baptiste Morisot, Nastasia Martin, avec son livre Croire aux fauves. Mais en fait, ils sont tous un petit peu les petits-enfants de les deux dont on va parler. Donc Philippe Descola d'un côté et Bruno Latour de l'autre. Dont on a déjà dit un mot, mais... Ouais. Ce sont deux penseurs que moi j'ai découvert assez récemment par rapport à des gens qui les connaissent depuis très longtemps. Moi je ne suis pas du tout précurseur là-dedans, mais en tout cas ça m'a frappé extrêmement fort et ça donne des outils pour penser l'écologie aujourd'hui. Donc oui, je les ai cités parce qu'on va venir petit à petit vers cette collection Ronces. Oui. Et une des thématiques qui me parle énormément, c'est comment est-ce qu'on va créer des histoires qui vont faire des ponts
entre la nature et la culture dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le thème principal de l'œuvre de Descola. C'est le thème principal. Donc, pour faire vite, il a dit on peut répartir la relation de l'homme à la nature en 4 grandes ontologies. Des ontologies, c'est comment est-ce qu'on donne du sens au monde, quelle vision du monde on a. Et donc voilà, il y en a 4, il y en a surtout 2 qui nous concernent. Nous, on est dans un monde naturaliste, c'est-à-dire qu'on a postulé que la nature serait tout ce qui n'est pas humain. Du coup, en fait, on a renvoyé la nature à quelque chose d'extérieur à la culture. Donc il y a un espèce d'effet comme ça d'eau et d'huile qui se trouve être les fondements de notre société. Et pour moi, un des enjeux des histoires qu'on a à raconter aujourd'hui, c'est comment dire que en fait, c'est une illusion, que en fait, tout ça est complètement imbriqué, puisque nos maisons, notre béton, tout ça est fait en fait à partir de la nature, à partir du sable qu'on a juste transformé. Et en fait, on n'est pas autre chose que ce castor qui construit des barrages. C'est juste qu'on fait des barrages très très gros et très encombrants et qui prennent beaucoup de place par rapport au reste du vivant. Ce qui nous amène à parler de Bruno Latour. Et Bruno Latour, en fait, j'avais été contacté par les Liens qui libèrent pour faire une bande dessinée sur son travail au moment où il était encore vivant. Et je ne connaissais pas du tout. C'était à un moment donné où je travaillais sur les Pislis et j'avais fait cette image où Nathan a été complètement arraché du territoire et vole dans les airs comme ça. Et là, je vois que Bruno Latour a écrit ce livre « Où atterrir ». Et j'étais c'est mon personnage, c'est exactement ça. Et alors, Bruno Latour, moi, je l'adore parce que je trouve qu'il arrive à mettre en place des métaphores très, très, très parlantes. Et du coup, tout son discours est autour de... Il a beaucoup travaillé sur les modernes, le monde moderne, quel est-il, quelles ont été ses illusions, ses rêves. Et il a cette image de la modernité qui a promis de s'envoler. Tout simplement allez, on va tous monter dans cette fusée moderne, cet élan des 30 glorieuses. Aujourd'hui, c'est Elon Musk qui l'incarne. On va tous partir sur Mars, on va dépasser la mort. Voilà, l'humain va s'envoler vers cette espèce de ciel, ce paradis céleste et divin. Et en gros, il dit, eh ben voilà, la crise écologique vient nous dire que non, en fait, oui, ça aurait pu être possible dans un monde infini, de ressources infinies, mais malheureusement, mauvaise nouvelle, les ressources ne sont pas infinies, elles sont finies. Et donc cette fusée, elle est destinée à devoir recourber son horizon. Et donc c'est comme ça qu'il décrit l'époque aujourd'hui, c'est comme ça et c'est ça qu'il appelle le terrestre. On va être confronté à ce retour vers le terrestre, c'est-à-dire on doit recourber la ligne et revenir sur Terre. Et donc comment est-ce que on va affronter tous les problèmes politiques, sociétaux, etc. Sachant que cette fusée n'a pas un horizon infini, qu'il faut revenir sur Terre. Et bon, il y a beaucoup de choses qui me plaisent chez Bruno Latour, mais il y a aussi un autre truc qui, à mon avis, est prégnant dans la collection Ronces. C'est cette idée que donc on a rejeté la nature en dehors de la culture, mais on l'a aussi objectivée. C'est-à-dire on lui a retiré absolument toute capacité à avoir une conscience. Tout ça s'est passé avec Descartes. Où on a commencé à dire que l'humain était le seul à être capable d'avoir des choix, le seul à avoir une conscience et donc de prendre des décisions. Et ça a ouvert absolument toutes les possibilités à l'exploitation qu'on connaît aujourd'hui. Et donc un des grands cris de Bruno Latour, c'est de dire il faut absolument resubjectiver les non-humains. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui de manière massive avec tous les scientifiques qui écrivent tous ces succès sur l'intelligence des arbres, l'intelligence des animaux, etc. On dépasse ce truc de base, parce que les fondements théoriques de Descartes, c'était cette histoire de l'âne de Buridan. Cette espèce d'idée qu'un âne qui est à équidistance de 2 bottes de foin sera incapable de prendre une décision parce qu'elles sont à équidistance. Ce truc un peu absurde, et donc qui pense que absolument tous les animaux raisonnent comme ça, sont en fait comme
c'est vraiment l'idée des lois physiques. On va imaginer qu'il y a une petite bille qui va être sur un plan, et dès lors qu'on l'incline, elle subit une force physique, et à aucun moment la bille se dit « je vais aller par là ». Elle est juste, de manière causale, envoyée vers telle direction. Et donc tout le truc de Bruno Latour, c'est de dire bah non, en fait, c'est extrêmement réducteur de penser qu'on est tous agis par des forces physiques qui nous dépassent. Il y a un petit quelque chose en plus, et c'est toute l'importance aujourd'hui des histoires de comment est-ce qu'on va reanimer ce monde non humain. Alors ça nous amène effectivement à ce travail de directeur de collection. Et d'ailleurs, ce qui est quand même surprenant, c'est d'avoir fait le choix de porter ces histoires vers les plus jeunes. Est-ce que c'est parce qu'il y avait quelque chose qui manquait et qu'il fallait peut-être s'y prendre différemment pour raconter ce type de démarche dès l'enfance, ou est-ce qu'au contraire c'est parce qu'il y avait une envie d'aller ailleurs que dans la bande dessinée, de chercher ce lien entre le texte et l'image et de le réinventer? On va dire qu'à la base c'est une perche tendue. C'est une proposition d'Albin Michel d'ouvrir une nouvelle collection, donc c'était pas forcément quelque chose auquel j'avais pensé. Moi, quand je faisais le discours de la panthère, j'avais bien imaginé faire ces fables pour enfants à la base, donc c'était quelque chose qui me trottait dans la tête. Un autre point, c'est que je suis devenu papa, donc évidemment, quand on est papa, on lit énormément de livres à son enfant, donc je baignais là-dedans, et on va dire que cette proposition est tombée à point. Et donc je me suis engouffré dans cette proposition en y attelant voilà, tout ce dont je viens de parler avant, qui semblait une mission bien plus large que mes épaules. Et donc pour moi c'était une aubaine en fait de me dire je vais pouvoir peut-être emmener d'autres auteurs, autrices que moi dans l'aventure. Et ça va être un terrain de travail pour multiplier les histoires, puisqu'à mon avis, il en manque pas mal. Alors là, on voit quelques-unes des couvertures des premiers titres, mais Scoop, on va déjà commencer par un titre qui n'est pas paru. C'est bien d'avoir déjà quelques images du prochain album. Oui, ça c'est un livre de Stéphane Vuillemin qui paraîtra à l'automne. Je suis content parce que là, il n'y a pas trop de vers, il n'y a pas trop de connotations écolo. Et bon, j'en parlais hier, mais j'ai l'impression qu'en fait, l'écologie, quand on dit qu'on va faire un livre écologie, parce que donc à la base, je me suis dit, voilà, je vais ouvrir une collection, on va parler d'écologie. Après, je regarde un petit peu autour de moi et je me rends compte que je ne suis pas le seul, bizarrement. Non. Il y en a un peu de partout. De l'écologie, il y en a partout. Là, je reviens de Bologne. Il y avait un carré avec que des livres écologiques. Donc évidemment, mon questionnement, c'est comment est-ce qu'on va se singulariser un petit peu. Et à mon sens, il y a un vrai challenge à dépasser les images évidentes de l'écologie. Du coup, pour moi, cette collection est un travail en cours, mais il y a des images un peu interdites. On va en parcourir. Le bulldozer qui détruit la forêt amazonienne, l'ours polaire sur sa banquise qui fond. En fait, à un moment donné, je crois qu'il y a des images qui sont dépassées, qui ont été impactantes au moment des documentaires de Yann Arthus Bertrand au début des années 2000, qui avaient un côté vraiment sonneur d'alarme. Sonneur d'alerte. Sonneur d'alerte. Mais en fait, aujourd'hui, elles agacent un peu. En fait, c'est juste qu'elles sont plus du tout sonneurs d'alerte. Tout le monde est au courant. Donc, quand on les voit, on est là, oui, je sais. Et donc, à un moment donné, il faut dépasser ça. Il faut trouver des nouvelles images. Il faut se dire que, en fait, cette catastrophe, elle est là. C'est pas un genre. L'écologie, c'est pas un genre. C'est juste, à mon avis, il faut repenser les catégories de science-fiction, de western, et si on parle de littérature enfantine, c'est un de mes projets aujourd'hui. En fait, comment est-ce qu'on va réécrire une histoire sur le Père Noël à l'heure écologique ? Comment est-ce qu'on va réécrire des histoires sur les pirates, sur les monstres, mais en insérant cette idée qu'il n'y a plus cette barrière entre ville et nature. Et donc, pour parler un peu du bonhomme,
Il y a un côté un peu faustien là-dedans, ça parle du monde capitaliste. Une petite fille allume sa télé et un bonhomme va lui dire va dans le jardin, creuse, et elle trouve une figurine à l'effigie de ce bonhomme qui va lui dire je vais réaliser tous tes vœux. Et donc il va lui créer cette voiture, il va lui offrir des mets plus incroyables les uns que les autres, tous les costumes les plus incroyables les uns que les autres. Et ensuite, elle va découvrir l'envers du décor. Dans quel monde est-ce que ce drôle de bonhomme va piocher pour générer toute cette opulence, tout ce monde où tout a l'air gratuit et venir de nulle part. Mais ce que j'adore, c'est cette espèce de fantaisie, cette espèce de délire qui vient du coup du monde de Stephen Villemin et qui arrive à attaquer un petit peu de biais comme ça les thématiques écologiques qui auraient pu être traitées de manière beaucoup plus évidente. On a très peu de pages quand on raconte à des enfants. Il y a très peu de textes aussi d'ailleurs. C'est pas seulement le nombre de pages, mais c'est aussi le nombre de lignes par page. Il faut vraiment aller à l'os. Quel est le travail du directeur éditorial pour essayer d'arriver à la quintessence du propos? Ah ouais, c'est un gros problème. D'ailleurs, on se bat tout le temps pour aller vers de moins en moins de textes. Moi, je suis obligé de parler un peu. Moi, je viens de la bande dessinée, donc je viens d'un langage légèrement différent qui est du séquençage en images. Donc j'ai aussi un apprentissage là-dessus. Je découvre livre après livre dans la collection Ronce comment s'articule le rapport de l'image au texte, comment est-ce que on travaille la littérature, le texte. Et je trouve que ce qui est très compliqué, c'est effectivement d'arriver à cette petite graine condensée où l'histoire... très souvent, quand on a une histoire, on a tendance à mettre énormément de chair. En fait, on met beaucoup de temps à savoir, en fait, mais qu'est-ce que je raconte réellement avec cette histoire ? Et tout le travail, c'est d'arriver à trouver le but suprême. Qu'est-ce qu'on dit avec cette histoire ? Et voilà, c'est un travail énorme. Heureusement, il y a toute une équipe chez Albin Michel qui est assez bien représentée ici. Dans la salle, oui. Et qui m'aide aussi à ça, qui, eux, travaillent là-dedans depuis plus longtemps que moi. Et donc, chaque phrase est lue, relue par 3 ou 4 personnes. Et donc, c'est un travail d'affinage qui se fait sur le long terme. On parlait justement du fait qu'il pouvait y avoir des images qui étaient en rupture avec les habitudes, les couleurs, etc. Ici, l'homme de fer, on est tout à fait là-dedans, puisque la nature, en fait, est totalement absente dans le début de l'histoire. Et c'est précisément son irruption qui va fondamentalement changer le personnage et changer le monde autour de lui. Oui, ça, c'est quasiment du Descola à l'état pur. C'est-à-dire qu'on a à la base un monde qui est humain, purement humain, enfin pour le coup tellement humain qu'est quasi transhumaniste. C'est-à-dire que les personnages vivent dans des boîtes en fer, ne jouent qu'au foot, se déplacent sur des tapis roulants, etc. Et puis tout d'un coup, il va y avoir cette espèce de plante qui va venir obstruer à la fois physiquement et mentalement, puisque donc ce monsieur robot là va trébucher sur cette plante, et à la fois il trébuche physiquement, mais il trébuche aussi mentalement, puisqu'en fait cette plante va envahir tout son esprit, il va y repenser, il va se dire mais qu'est-ce que c'est que ce truc là. Et donc en fait en trébuchant sur cette plante, il va y avoir un petit ver qui va se glisser à l'intérieur de sa carcasse métallique, et qui va venir se mélanger à ses neurones, etc. Et finalement, cette chenille va se transformer en papillon et va faire exploser cette armure de métal pour révéler l'humain qu'il était à l'intérieur, du coup, avant la société moderne. C'est soi-disant dit comme ça. Donc voilà, il se débat avec cette plante qui le dévore ou qui le rappelle de l'intérieur. Est-ce que ce livre n'est pas finalement la métaphore de la collection elle-même ?
D'ailleurs, son nom, Si, Ronce, n'est pas un hasard. Ronce. Bah oui, vous n'avez pas choisi Non. une jolie petite plante toute mignonne. Au contraire, les ronces, bah, il y a l'idée de ce qu'on appelle la mauvaise herbe, ou pire qu'une mauvaise herbe, puisque là, c'est carrément un buisson. Donc, c'est aussi une manière de dire que finalement, la collection peut être une sorte de petite chose, de petite graine qui va transformer complètement le monde des enfants. Du moins, c'est ce que vous espérez. Oui, bah sur ce nom de collection, il y avait cet enjeu de ne pas aller vers un truc trop mignon parce que, je sais pas, dès qu'on appelle coccinelle ou je sais pas quoi et qu'on fait une collection écolo, c'est terrible. Je voulais qu'il y ait un truc un peu corrosif. Et puis ensuite, j'ai découvert comment fonctionnaient les ronces et je trouve que c'est magnifique puisqu'en fait, ça me renvoie à un cours de Deleuze que j'adore. Comment la forêt s'étend, comment la forêt est cette puissance qui va déployer sa force pour conquérir du territoire. Ça, c'est la base de la vie. Comment est-ce qu'on mange pour s'étendre? Et en fait, donc, la question de la forêt, c'est toujours la question de la lisière. Et qu'est-ce qui est à la lisière d'une forêt? C'est la ronce. C'est la ronce qui va venir conquérir la prairie, qui va venir préparer le terrain, puisque la ronce va envahir cette terre un peu vierge. Et en fait, elle va protéger les graines, notamment, il y a un livre que j'adore qui s'appelle « Être un chêne », où il explique toute la biographie d'un chêne, et où on découvre qu'en fait, il faut toute une concordance de hasards incroyables, et parmi ces hasards, qu'une graine se retrouve sous un buisson de ronces, ça va empêcher les sangliers d'aller les manger, etc. Et donc la ronce, j'aime bien cette image, c'est un peu la valkyrie de l'ensauvagement. Moi, je l'imagine vraiment comme une espèce d'armée à cheval qui arrive pour préparer le terrain. Et donc, il y a un petit peu cette idée que voudrait être la collection Ronce dans le domaine de la jeunesse. Alors, on va passer à un album qui est sorti tout au début de la collection et qui, lui, justement, pour le coup, on a quelques images de préparation. Donc là, on a les étapes. Un mot sur la manière dont le travail a été fait ici graphiquement, puisque là on est vraiment sur l'aspect graphique. Parce qu'on on a des images qui sont très très fortes, qui sont extrêmement puissantes et qui sont en même temps d'une simplicité absolue. Bah, c'est aussi, à mon avis, donc là j'ai beaucoup parlé du fond théorique de la collection, mais il y a aussi tout un travail de sélection des personnes avec qui j'ai envie de travailler, et la collection prend de plus en plus un tour de défrichage, de mise en avant de jeunes talents qui c'est quasiment que des premiers livres dans cette collection, donc ce qui ne facilite pas forcément le succès commercial, mais qui pour moi en fait c'est des mises en avant, des gens qui me tapent vraiment dans l'œil. Moi j'adore ça, chercher énormément sur Instagram des auteurs, des graphismes qui me semblent nouveaux, qui me semblent puissants, intéressants. Et donc Colline Aigron, c'est une toute jeune autrice qui a eu un prix à Angoulême, mais qui était un prix d'étudiant, et qui pour moi est extrêmement intéressante au niveau graphique. C'est vraiment cette génération qui a grandi avec le manga, qui l'a digéré, qui aujourd'hui le mixe complètement avec de la micro-édition, avec des choses qu'on trouve dans le milieu beaucoup plus indé, mais qui en même temps a ce pouvoir de séduction. À mon avis, ces images parlent assez facilement du fait de l'immense simplicité dont vous parliez. Mais en même temps, voilà, je sais pas, il y a une espèce de candeur et en même temps de force dans ces buissons, dans ces ronces. Tout a l'air en mouvement, et moi, c'est quelque chose qui me parle énormément. Évidemment que chaque personne que je sélectionne pour la collection, c'est souvent des personnes chez qui je retrouve une part de moi-même. Et donc, c'est souvent des gens qui vont dessiner la nature comme des personnages. Il faut que quand ils dessinent une feuille, une branche, en fait, il y a quelque chose qui vibre à l'intérieur. Alors, on va passer à une de vos créations, Jérémy, Les enfants de Madame O, pour voir un peu ce que vous faites aussi à ce niveau-là graphiquement. Ici, on a quelques ça, c'est images. un livre qui va sortir. Qui n'est pas sorti non plus, hein, c'est aussi pour l'automne. Ouais.
On a quelques images avant-après, hein, toute une série là on va voir. Donc la double page, c'est vraiment un espace comme en bande dessinée que l'œil doit embrasser d'emblée et dont les éléments principaux doivent, a priori encore plus pour les enfants, être clairement identifiés. Oui, la question c'est quoi sur qu'est-ce qu'une double page? Voilà, comment composer la double page parfaite pour un enfant? Parce que là, il y a énormément d'informations hein, sur celle-ci. Oui, On va voir que la couleur va aider après. Là, c'est un moment très important du livre. Donc, c'est l'histoire de Sido, une petite fille qui va perdre son doudou dans la rivière. Le doudou est emporté. Et elle va retrouver ce doudou parmi des espèces de bêtes sombres qui se glissent entre les troncs, ces espèces de bêtes noires magiques. Et en fait, elle va retrouver son doudou qui est à Cajou, un petit écureuil. Elle va les retrouver dans les bras de la nymphe des eaux, de la nymphe de la rivière. Et en fait, son doudou est devenu un vrai petit écureuil. Et donc, elle va apprendre qu'en fait, cette nymphe, Madame O, est la mère de toutes les bêtes sauvages de la forêt et qu'elle les prête sous forme de doudou aux enfants pour les apaiser la nuit. Donc à ce moment-là du livre, il faut qu'il y ait un effet waouh parce que voilà la version couleur. La petite fille découvre cette nymphe avec en arrière-plan ces bêtes un peu inquiétantes qui font écho un peu aux peurs nocturnes des enfants. Et voilà, il y a une espèce de différence d'échelle. On retrouve ce truc dont je parlais de redonner un statut de sujet à la forêt. Donc il y a ces espèces de gros cailloux recouverts de mousse qui ont des yeux. Il y a des yeux partout. En fait, c'est cette idée que la forêt a des yeux. La forêt a un espèce de murmure mystique. Et c'est quelque chose dans lequel je suis de plus en plus en ce moment. Les nymphes, les farfadets, les esprits de la nature, les lutins, toutes ces choses qui permettaient de se relier, qui est extrêmement présent chez les paysans, puisqu'ils se retrouvaient la nuit en pleine forêt, et il y a plein de bruit, il y a plein de possibilités pour l'imagination de s'imaginer la Dame Blanche, tout un folklore qu'on a complètement éradiqué avec le bétonnage. Représenter le vivant, ça dépasse bien largement représenter les personnages. Hein. Bah, c'est surtout faire du vivant, enfin, c'est faire des personnages de toutes choses. Voilà. Voilà, dans d'autres livres, ça c'est un enjeu, comment ne pas avoir toujours un enfant comme personnage principal, mais il y a aussi un autre livre sur une bardane. Mais pardon. Ici, on retrouve une composition d'animaux qui rappelle un peu le discours de la panthère. Il peut y avoir des liens très forts entre bande dessinée et ces livres pour enfants, ou est-ce qu'il y a quand même une frontière indépassable, notamment sur la stylisation, le fait qu'on doit aller au plus simple? La frontière, on peut se l'inventer. Moi, en tant qu'auteur, je me débat avec ça. Quelles sont les caractéristiques de chaque médium? Comment les exploiter au mieux? C'est une frontière qui évolue. Aujourd'hui, je crois que je suis en train de me dire que la frontière est beaucoup plus ténue que je l'imaginais au départ. Quand on arrive dans un nouveau médium, on est un petit peu intimidé. On se dit il faut faire comme les maîtres, il va falloir faire comme Claude Ponty, comme Maurice Sendak. Et puis je vois qu'en fait toutes les frontières explosent et je suis en train de me demander si je peux pas ramener beaucoup plus de choses de la bande dessinée dans le livre jeunesse. Ça, ce sont des réflexions toutes fraîches, mais à mon avis, il faut pas rester coincé dans les règles du médium en question. Est-ce qu'à l'inverse, la bande dessinée va changer à mesure que le travail de directeur de collection et d'auteur jeunesse va s'amplifier et trouver une autre forme peut-être plus libre? Oui, mais forcément, c'est pas des choses qui se réfléchissent. C'est forcément que mon travail d'éditeur vient infuser dans la bande dessinée, mon travail de bande dessinée vient infuser dans le travail d'éditeur. C'est des choses
qui s'influent les unes les autres de manière organique, je dirais. Quelles sont les limites de ce type de livre jeunesse? Est-ce qu'on peut tout aborder? Est-ce qu'on peut aller vers des choses extrêmement négatives aussi? C'est une bonne limite. Il y a des limites. Je trouve que le fait que ce soit à destination des enfants, il y a un corsetage plus complexe à plusieurs niveaux. Effectivement, les choses extrêmement négatives ou des choses qui ont à voir avec la propreté. J'ai eu toute une histoire sur le caca qui me faisait beaucoup rire, que je trouvais très pertinente par rapport à la question écologique et qui en fait n'a pas pu aboutir principalement à cause des ventes à l'étranger, puisqu'il y avait potentiellement la matière à choquer en fait les interlocuteurs asiatiques, américains, etc. Je découvre ça, je jongle avec ça. Clairement, en bande dessinée, grâce au milieu indépendant, l'underground, etc., il y a beaucoup plus de liberté, notamment au niveau des thématiques de la sexualité ou des choses extrêmement noires, de l'autodérision. Le fait que ce soit pour les enfants. Mais moi, j'aime bien. Voilà, il y a des cahiers des charges. Il y a un autre aspect, c'est que je découvre qu'en fait des livres trop longs sont plus difficilement vendables à l'étranger, sont aussi plus difficilement achetables par les parents. Et en fait, je le vois parce que le soir, quand on doit lire, moi j'ai mon contrat avec ma fille, c'est 3 livres avant de dormir. Et donc, s'il y a un livre qui met 1 heure à lire, forcément, le livre parfait qui se lit entre 5 et 10 minutes fonctionne mieux. Et moi, j'aime bien jouer avec ces contraintes-là. Comment est-ce qu'on va faire le meilleur livre qui coche toutes les cases? J'aime bien ce petit challenge. Et celui-ci, voilà un bel il exemple, coche très très bien. Voilà. Déjà, il est plus petit que les autres au niveau de sa forme, qui est d'ailleurs carrée. Mais aussi, c'est vraiment à lire pratiquement, c'est un manuel de biologie. De biologie. Oui, qu'est-ce qu'une oreille de géant et quel est son écosystème, comment fonctionne-t-elle dans la ville, voilà, c'est finalement très différent d'autres propos comme ceux du bonhomme ou ceux de l'homme de fer. On est là moins dans un conte que dans un manuel. Ah oui. Alors moi, c'est très important de ne pas se répéter, que cette idée d'écologie parte dans tous les sens. Il y a plein de thèmes à explorer. Et donc pour moi, celui-ci travaille vraiment la question du corps. Après, c'est marrant que vous disiez manuel de biologie, parce que pour moi, c'est vraiment tout ce qu'il faut absolument pas que ce soit. Dans le bon sens du terme. Hein. Mais dans le sens de... en fait, il y a beaucoup de... Pas dans le sens de l'opposition entre nature et culture, par exemple, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Mais il y a vraiment des collections en littérature jeunesse qui ont pris ce biais, cet angle-là de... sous un jour didactique, expliquer comment fonctionnent les plantes. Et c'est parfait. Il y a tout un travail là-dessus. Moi-même, moi je suis un enfant de la télé et j'y connais rien. Enfin, je découvre tout ça, comment fonctionnent les champignons, etc. Donc c'est très bien. Mais une des missions fondamentales pour moi de Ronce, c'est de transformer ces nouveautés biologiques en réels personnages. C'est de faire un Cyrano de Bergerac, de faire un Peter Pan, mais plante. De faire des nouvelles figures littéraires, mais non humaines. Et que donc, quand on parle de la Bardane, en fait, c'est vraiment des questions qui se sont posées, parce que là, on voit des exemples des premières choses que nous avait envoyées tout le travail préparatoire Pierre Zanzus. Ouais. Et donc, il avait fait un peu comme un carnet poétique de ce qu'est la Bardane. Et on lui a vraiment dit, mais là, les enfants, ils vont passer à côté, quoi. On est trop en retrait par rapport à la Bardane. Et il faut vraiment que les enfants s'identifient. Et c'est grâce à ce gros chat qu'ils vont pouvoir le faire.
Entre autres. Entre autres, ouais. Mais il y a cette idée de et moi, si j'étais une bardane, quels seraient mes problèmes? Et donc, petit à petit, on a trouvé cette problématique de voilà, la bardane, elle pousse dans les interstices de l'urbanisme. Lui, il habite à Lille et il dit c'est marrant, en fait, cette bardane, elle est toujours à côté de moi, à des feux rouges, etc. Et je la vois pas. Et donc, je vais en faire le personnage principal de mon livre. Quel va être son problème? Et donc, cette bardane, elle va rencontrer ce chat qui va, qui vient. Et puis, cette bardane, elle va rencontrer des papillons qui viennent, qui vont, des bourdons. Et au bout d'un moment, elle se dit, mais et moi, je reste là. Et ça, j'adore, parce qu'on peut lire n'importe quel Stéphane Mancuso ou tous les grands spécialistes de la philosophie des plantes. Le premier truc qu'ils disent, le problème fondamental de la plante, c'est la sédentarité. La sédentarité et le côté hétérotrophe, c'est-à-dire qu'elle elle ne peut compter que sur elle pour s'auto-nourrir. Elle ne va pas pouvoir se déplacer pour aller manger. C'est là où elle naît, c'est son pays à tout jamais. Et tout ce qu'elle va voir, ça va être depuis cet endroit-là. Et c'est vraiment cette question que pose Oreille de géant. Alors, comment est-ce qu'elle va se disséminer? Et finalement, ça va être par ces graines qui vont être un peu comme des étoiles filantes, ces petites graines crochues que sûrement vous avez tous eu sur vous sans vous en rendre compte parce qu'elles s'accrochent absolument partout. Et qu'on emmène partout. Et ce que j'adore dans ce livre, c'est ce côté, tout d'un coup, elle était extrêmement triste de n'être qu'à un endroit et tout d'un coup, elle est dans toute la ville. On va juste terminer sur quelques images de la chambre de Warren. Voilà. Je voudrais quand même qu'on termine avec ça, puisque le temps passe et on doit se quitter. Ça, c'est l'idée vraiment de l'Arche de Noé, revisité. Est-ce que c'est finalement le livre qui vous ressemble le plus, puisque c'est celui que vous avez commencé à faire, si je ne me trompe pas, dans cette collection, hein? Oui, c'est le premier livre qui ouvre la collection avec Le Grand Labyrinthe. J'ai beaucoup changé d'idée pour ce premier livre. Et donc on n'a pas parlé de Jean-Christophe Cavalin qui écrivait le texte de Madame O dont on parlait tout à l'heure. Et pour moi c'était très important de ramener des personnes extérieures au monde de la littérature jeunesse. Et j'avais été extrêmement frappé par un livre qui s'appelle Vallée Noire et qui donc était écrit par Jean-Christophe Cavalin, qui a créé un master d'écopoétique. Et l'écopoétique, c'est mon sujet en plein, puisque ça travaille le rapport de la littérature avec l'environnement. Comment écrire de nouvelles histoires qui atterrissent, dans le sens de ce que je disais tout à l'heure avec Bruno Latour, comment écrire des histoires qui sont réellement terrestres. Et dans ce livre, il y a un chapitre où il explique que notre époque est caractérisée par le retour des peurs ancestrales, c'est-à-dire on a dépassé ce monde de l'invulnérabilité. La crise écologique nous rappelle à nos peurs ancestrales le futur ne sera peut-être pas aussi joyeux que ce qu'on pensait. Et en fait, ça nous raccroche avec le but fondamental des histoires, qui est de canaliser les peurs, en fait, de créer des figures de héros, de créer des figures de monstres, de créer des figures de héros qui vont vaincre les monstres pour redonner de l'espoir pour le futur. Et dans ce chapitre, il expliquait qu'au moment des peurs du nucléaire au Japon, c'est là qu'ils ont créé la figure de Godzilla et qu'ils ont créé les Bioman, etc. tous les héros qui vont permettre de se battre contre Godzilla. Et moi, je réfléchissais, mais comment parler de la crise climatique aux enfants sans que ce soit terre à terre, sans que ce soit effrayant, etc. Et je me suis dit, on va passer par quelque chose qui est là depuis toujours, en fait, la figure du monstre, la figure du dragon. Et c'est comme ça que j'ai créé ce dragon qui va souffler, voilà, inondation, incendie, etc. Et qui n'est pas juste un dragon, qui est le dieu Pan. Donc là, on boucle avec Giono. Toujours cette idée d'un méchant n'est pas que méchant. En fait, on est méchant parce que si on est méchant avec lui. Donc comme plus personne n'écoute la nature, ce petit dieu Pan, qui est le plus mignon des petits dieux Pan avec sa flûte de Pan, va se transformer en dragon. Et pour moi, une des clés dans la chambre de Warren qui fait que c'est une histoire écologique, c'est
par exemple pas comme l'homme qui plantait des arbres, où finalement c'est l'humain qui a la solution au problème, c'est-à-dire c'est l'homme, le vieil homme blanc qui va planter des graines et qui va reverdir toutes les Ici, baronnies. c'est l'ensemble des animaux hein, qui va... Ici, c'est pas Warren. Ils vont tous se donner la main, on va dire. Chacun a sa note et ajoute sa note à la chanson. Exactement, c'est ça, c'est Warren, mais aidé par absolument tous les animaux. C'est tous les animaux tissés ensemble qui vont apporter la solution au problème. Et c'est ça, à mon avis, le fond de l'écologie, c'est la cohabitation, le lien, les interdépendances entre toutes les choses. Et c'est tous ces animaux en fait, qui vont faire que cette chambre va plus être des murs en béton, mais une espèce de plafond de mousse avec de l'eau qui coule à volonté et qui va sauver de la canicule. Merci beaucoup Jérémy. Alors je montre les différents albums dont on a parlé. Oreilles de géant, Le Roi Chat qu'on n'a malheureusement pas pu aborder faute de temps, mais voilà, il faut aller sur le stand et aller le chercher, le feuilleter, l'acheter évidemment, l'offrir. La chambre de Warren. Oups. Ici on a l'homme de fer et le grand labyrinthe. Vous pouvez retrouver Jérémy tout à l'heure en signature sur le stand d'Albin Michel Jeunesse de 14 à 16 h je pense. De 14 à 16 h, je ne me trompe pas. Merci.